Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 25 janvier 2020, c'est le 174e rapport de situation sur le Donbass. La situation malheureusement continue de s'aggraver comme je le craignais déjà la semaine dernière, donc ça c'est quand même pas bon signe, puisque du 18 au 24 janvier 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 50 reprises, donc on est quand même à bien plus que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 208 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là on a multiplié le score de la semaine dernière par 11,5. Donc c'est juste énorme. Si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, on arrive à un total de 718 munitions, donc plus de 4 fois la semaine passée. Tout va bien. Faut rajouter donc les 13 violations et 79 munitions, donc 47 obus de mortier de 120-82 mm tirés par les forces armées ukrainiennes contre le territoire de la RPD durant les dernières 24 heures. Donc on est sur une très mauvaise tendance, c'est pas bon du tout. Le pire étant que non seulement il y a une hausse du nombre de munitions totales, mais surtout une hausse du nombre de munitions de gros calibre. Ça c'est très mauvais. Pour l'instant, ils n'ont pas encore ressorti l'artillerie, mais je pense que ça va peut-être plus trop tarder. Les tirs de cette semaine ont tué un soldat, un petit jeune de 20 ans, je vais revenir là-dessus après. On a blessé 2 autres en RPD, 4 habitations ont été endommagées à Staromikhailovka. La RPD a abattu cette semaine 2 drones ukrainiens qui servaient à corriger les tirs de mortier sur Zaitsevo et Staromikhailovka, entre autres. Donc comme on voit, on continue dans les violations multiples des accords de Minsk. Autre violation grave, c'est que l'armée ukrainienne continue de semer des mines et des explosifs un peu partout dans la partie du Donbass qu'elle contrôle, mettant en danger la vie des civils, ceux qu'elle vient prétendument libérer. Hein, oui. La RPD a obtenu le rapport du chef de groupe de soutien opérationnel Donetsk des forces armées ukrainiennes, le lieutenant-colonel Polyuliaka, qui révèle qu'entre les forces armées ukrainiennes et les milices populaires, il y a plus de 25 000 mines et engins explosifs, y compris sur des infrastructures civiles. Ils en ont foutu quand même sur 4 ponts routiers. Et sur le réservoir d'eau de Mironovskaya, dont j'avais parlé l'an passé, qui est face à Lugansk. Voilà, donc celui où j'avais craint qu'il fasse péter les portes du barrage. Voilà, donc c'est bien, ils nous en ont remis. Ils ont remis des explosifs dessus. Faut souligner que ces chiffres, quand même, ne recensent que les champs de mines répertoriés. Et que, vu la tendance quand même des soldats ukrainiens à foutre des mines un peu partout, sans tenir à jour de cartes et sans répertorier leur emplacement, le chiffre réel est très certainement plusieurs fois ce chiffre officiel. Voilà, je pense que le jour où la guerre se termine, quand il va falloir mener le déminage, on en a pour des décennies. Des décennies. Rien que là, durant la semaine écoulée, les RPD a enregistré l'installation de nouveaux champs de mines près de Toretsk, Novogorodskoye, Krasnogorovka, Slavnoye, Marinka et Avdeyevka. Et puis, forcément, quand tu installes des champs de mines n'importe comment, ça donne n'importe quoi, on est bien d'accord. Bon, ça va pas louper. Ces nouveaux champs de mines, installés n'importe comment, ont provoqué de nouvelles pertes hors combat au sein de l'armée ukrainienne. Ils ont eu 5 morts et 4 blessés à cause de ces champs de mines. Les pneumonies virales font aussi un beau score quand même en termes de pertes hors combat. Du 5 au 22 janvier de cette année, ils ont eu 45 soldats hospitalisés dans un état grave et 19 ont trouvé la mort quand même. Donc c'est juste énorme. Et cette semaine, ils ont eu aussi 2 soldats ukrainiens qui sont morts et 3 qui ont été blessés par l'explosion d'un mortier Molot. Le fameux broyeur de soldats qui normalement est censé être interdit depuis 2018 sur le front du Donbass. Parce que justement, il est trop dangereux. Il a tendance à exploser. Voilà. Truc bien conçu encore. C'est du made in Ukraine. Juste comme ça, pour signaler. Comme on le voit, la tendance, là, cette semaine est très très mauvaise. Si depuis le Nouvel An, on était resté quand même à un niveau relativement bas de violation et de munitions tirées chaque jour, là, ces derniers jours, ça a été... Vous l'avez vu sur le graphique et je vais vous en montrer un autre qui montre très clairement qu'il y a eu une hausse importante non seulement des violations du cessez-le-feu mais aussi du nombre de munitions tirées. Donc par rapport à l'article que j'avais fait là en fin de semaine sur cette hausse des bombardements, j'ai rajouté les derniers jours pour que vous voyez que la tendance se maintient.
Si du 1er au 22 janvier, la moyenne était d'environ 4 violations quotidiennes, bah là du 22 au 23, on a multiplié par 3 avec 12 violations, puis là, vous voyez même les dernières 24 heures, on est toujours sur des scores assez importants. Le nombre de munitions, c'est pareil, on est passé d'une moyenne de 29 par jour, du 22 au 23, on est passé à 193 munitions, donc 6 fois la moyenne durant le reste du mois. C'est quand même pas mal. Bon, comme vous voyez, je vous montre ce petit graphique des munitions tirées chaque jour par l'armée ukrainienne sur le territoire de la RPD. Non seulement le nombre global de munitions a augmenté durant la semaine en cours, mais le nombre de munitions de gros calibre, donc les obus entre autres de mortier de 120 et 82 mm, a littéralement explosé. On était à moins de 20 par semaine depuis le début de l'année, là on est monté à 208 cette semaine, on a multiplié par 10, enfin par même plus que 10 d'ailleurs. Donc c'est juste énorme. C'est juste énorme. Enfin, je veux dire, à un moment, là, vous voyez bien qu'on n'est pas sur une tendance vers l'accalmie et puis la résolution pacifique du conflit. D'ailleurs, le 23 au matin, l'armée ukrainienne a mené plusieurs bombardements intensifs sur le territoire de la RPD, entre autres dans le sud, où ils ont tiré quand même 44 obus de mortier de 82 mm contre le village de Komin-Tarnovo en moins d'une heure. C'est pas mal quand même comme score. Hein. La périphérie de Donetsk n'a pas été en reste, avec 31 obus de mortier de 120 et 82 mm, 50 tirs de véhicules de combat d'infanterie et 7 roquettes anti-chars, tirées par l'armée ukrainienne contre Staro-Mikhaïlovka, le centre Volvo, Vieseloye, Jabitchevo et Trudovski. Et puis c'est là que Staro-Mikhaïlovka, ces tirs ont endommagé 4 habitations, heureusement sans faire de victimes parmi les civils. Mais le 22 au matin, à Dolomite-Noyer, donc ce petit jeune dont je parlais, Nikita Fokin, caporal de la milice populaire de la RPD, n'a pas eu cette chance. À 6h10, un sniper ukrainien armé d'un fusil Barrett M82 de 12,7 mm, vous savez les charmants petits cadeaux là, des pays de l'OTAN, genre USA, Canada, etc. Voilà à quoi ils servent. Voilà. Il a tué Nikita d'une balle de 12,7 mm en pleine tête. Les funérailles qui ont eu lieu hier étaient à cercueil ouvert. Bon, ils avaient bandé la tête pour cacher le truc, mais tu voyais bien que il a eu une bonne partie de la tête arrachée, quoi. Voilà. Ça te laisse aucune chance, hein, une balle d'un calibre pareil. Nikita, il avait que 20 ans. Voilà. Donc, et puis, vu que nos soldats, eux, respectent le cessez-le-feu, il n'y avait aucune raison pour que le sniper ukrainien descende Nikita. Voilà. C'est du meurtre gratuit. Voilà, et bon, cette aggravation de la situation dans le Donbass a lieu sur fond de déclarations délirantes et bellicistes de plusieurs officiels ukrainiens. On a eu le sinistre ukrainien de la défense, Andrei Zagorodniuk, qui a déclaré dans une interview que les officiels ukrainiens sont opposés au retrait des troupes sur toute la ligne de front parce que cette voie est erronée et qu'elle est en contradiction avec l'essence même des accords de Minsk. J'ai vérifié plusieurs fois. Donc, quand j'ai lu le truc, parce que ça me semblait tellement délirant que je me suis dit c'est pas possible, c'est un fake quoi. Non. Il a ajouté ensuite qu'il ne voyait pas avec qui opérer le retrait si les milices populaires doivent rendre les armes, et que c'est la raison principale de leur refus, car ce sont des routes différentes qui ne se croisent pas. Alors moi quand je lis des conneries pareilles, je me dis que c'est les routes des neurones du ministre ukrainien de la Défense qui se croisent pas dans son cerveau. Il y a des trucs... Non, parce que là, soit j'ai affaire à une des déclarations les plus cyniques, soit à la plus débile de la part des officiels ukrainiens que j'ai lu depuis un petit moment. Parce que bon, je sais bien que depuis le début, Kiev, ils ont tendance à vouloir réécrire les accords de Minsk, à les interpréter à leur sauce comme ils en ont envie, ou faire semblant de pas les comprendre. Mais là, il faut quand même une mauvaise foi chevillée au corps pour prétendre que le retrait des troupes va à l'encontre des accords de Minsk, alors que ce point-là, cet accord supplémentaire, a été convenu en septembre 2016, justement pour permettre une meilleure application des accords de Minsk, en améliorant le respect du cessez-le-feu. L'idée étant que si tu sépares les deux armées, que tu mets de la distance entre les deux, tu vas faire baisser les tensions et donc tu auras moins de tirs. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, dire que ça... Et je rappelle quand même que le cessez-le-feu, c'est le premier point des accords de Minsk. Donc, dire que le retrait des troupes viole les accords de Minsk, ou va à l'encontre des accords de Minsk, c'est un non-sens total. C'est du débilisme, à ce stade-là. C'est de la connerie abyssale. Bon...
Je m'attarderai pas sur le fait qu'il a raconté aussi que le retrait des troupes, ça prendrait une éternité, etc. Et que ça reviendrait à geler le conflit, ce que Kiev n'a pas envie, parce que ça pourrait mener au retrait des sanctions contre la Russie. Ah bon ? Mais je croyais que l'important pour vous, c'était qu'il n'y ait plus de morts parmi les soldats ukrainiens et puis de libérer vos terres. Ah ben non, en fait, l'important, c'est juste de continuer la politique de sanctions contre la Russie. C'est magnifique, voilà, c'est le lapsus révélateur, hein, comme on appelle ça. Alors, je rappelle à M. Zagorodniuk que si le retrait prend autant de temps, c'est parce que l'Ukraine le sabote à chaque étape. Que quand il vous faut déjà plus d'un mois pour arriver à nous fournir 3 propositions de sites de retrait, qu'après, comme à Stanisław Luganskaya, à 80 reprises, vous sabotez le désengagement le premier jour où il doit commencer en ne faisant pas ce qui est prévu, hein, 80 fois quand même, hein. Qu'en plus, une fois que le retrait est mené, ben, vous renvoyez vos soldats sur les positions qui ont été, qui sont censées avoir été abandonnées, et que vous ramenez des pièces d'armement là où elles ont rien à faire. Et que donc faut recommencer tout une deuxième fois, parce que c'est ça qui s'est passé en 2019. Hein. Quand on a fait le retrait à Stanisław Luganskaya, Zolotoye et Petrovskoye, c'était pas le premier retrait, c'était déjà le deuxième. Hein. Le but c'était de corriger les violations suite au premier retrait. C'est voilà. Donc si on doit tout refaire 2 fois, qu'à chaque fois il faut plus de 80 tentatives avant d'arriver à ce que vous retiriez enfin vos troupes, forcément ça met 300 ans, hein, on est d'accord, mais c'est vous qui en êtes responsable, c'est pas nous. Hein, voilà, je vais dire... Puis je rappellerai que Zelensky lui-même, en septembre 2019, avait proposé de mener le désengagement sur toute la ligne de front pour accélérer la cadence, pour pas que ça prenne 300 ans, avant de se rétracter en décembre lors de la réunion au format Normandie. Il faudra peut-être accorder un peu vos violons à Kiev, hein. Prenez des notes sur ce que disent les uns les autres, puis sur ce que vous déclarez vous-même. Hein, parce qu'en plus de vous contredire les uns les autres, vous vous contredisez vous-même d'un mois sur l'autre. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Et puis alors, la palme quand même de la phrase la plus stupide de Zagorodniuk, à la fin de l'interview, quand il appelle les 2 républiques populaires à appliquer les accords de Minsk et partir. Pas partir où ? Non, parce que je sais bien que vos propagandes officielles disent que vous combattez l'armée russe, mais non, c'est pas vrai. Non, les milices populaires sont constituées à 99% de locaux, comme Nikita Fokin, qui venait de Gorlovka. Ils sont censés partir où, ces gens-là ? C'est leur terre natale, le Donbass. Hein. Je veux dire, ils sont censés se barrer où ? Enfin, je rappelle qu'obliger des gens à partir de leur terre natale, ça s'appelle une épuration ethnique. C'est un crime contre l'humanité. Au même titre que le génocide. Je rappelle, juste comme ça, petit truc au passage. Puis qu'en plus, je sais bien que vous souhaitez hein, que les milices populaires rendent les armes comme ça, en mode confiance, mais ça aura pas lieu. Parce que les milices populaires sont pas des groupes armés illégaux, ni des groupes étrangers, donc ils sont pas concernés par le point 10 des accords de Minsk, et que je rappelle que normalement, pour être valable, la loi sur le statut spécial du Donbass doit contenir un point sur la création d'une milice populaire. Donc, ils sont pas désarmés. Donc, ramassis de conneries de A jusqu'à Z. Cette accumulation de conneries en une seule interview a fait réagir Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères de la RPD, qui en est venue à peu près à la même conclusion que moi, parce qu'elle a dit qu'en jugé par les déclarations du ministre ukrainien de la Défense, le chaos et la confusion qui règnent dans les têtes de responsables ukrainiens s'aggravent de jour en jour. Voilà, c'est la version diplomatique de ce que j'ai dit. Hein, les neurones, il y a un petit problème de connexion hein, quand même dans la tête. Puis elle a rappelé que les habitants du Donbass iront nulle part parce que c'est chez eux, hein, c'est leur terre natale. L'autre déclaration qui a quand même pas mal agité les esprits, c'est celle du secrétaire adjoint du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien. Donc c'est l'adjoint de Danilov, celui qui avait pondu le plan de déportation de la population du Donbass. Voilà, ça vous situe un peu le personnage. Voilà. Donc c'est le général Sergei Krivonos qui a déclaré dans une interview à Radio Svoboda, hein, donc c'est l'organe de propagande de la CIA, n'est-ce pas, que les forces armées ukrainiennes devraient se préparer à libérer le Donbass par la force. Avant d'évoquer le scénario croate, en expliquant que l'application d'un tel plan dans le Donbass dépendrait du soutien politique des pays occidentaux, car s'il n'y avait pas eu de soutien de l'OTAN à la Croatie, il n'y aurait pas eu de scénario croate. Fin de citation. Il me semblait qu'il y en avait qui nous disaient l'Union Européenne c'est la paix. Je rappelle que l'OTAN définit la politique de défense de l'Union Européenne. Donc là, le mec est en train de te dire, si l'OTAN n'avait pas soutenu
un plan d'épuration ethnique, parce que la solution croate, ça a été ça, hein, ça a été une épuration ethnique, ça n'aurait pas eu lieu. Voilà, je suis pas sûr tant que ça, que l'UE, ça soit la paix, et l'OTAN encore moins. Bon, bien sûr, ils te justifient le tout en disant qu'après tout, ils ne veulent que libérer leurs terres. Hein. Bon, ben, comme pour Zagorodniuk, mon pauvre gars, non, les terres du Donbass ne sont pas vos terres. Je vois pas en quoi un mec de Lvov, de Kiev ou de Poltava peut dire on libère nos terres. Non, le Donbass, c'est pas vos terres. C'est les terres des habitants du Donbass qui justement se défendent via leur milice populaire contre vos tentatives de libération à coup de plans de déportation, de plans d'épuration ethnique et autres massacres de la population civile, comme vous vous y adonnez, depuis l'éclatement de cette guerre civile, parce que c'est une guerre civile, vous vous battez pas contre l'armée russe, hein, depuis 2014. Voilà. D'ailleurs, la mention du scénario croate indique très clairement que votre modèle à suivre, c'est l'épuration ethnique. Hein. C'est pas du tout la libération du territoire contre l'envahisseur. Faut arrêter les conneries. Hein. Voilà. Bon, cette déclaration a provoqué de nombreuses réactions en RPD. Plusieurs députés du Conseil populaire, entre autres, comme Yelena Shishkina ou Valérie Skorohodov, ont quand même tenu à rappeler qu'en plus de montrer un cynisme et un irrespect total pour les électeurs ukrainiens qui ont quand même voté pour Zelensky à la base pour mettre fin à la guerre dans le Donbass, que en plus les officiels de Kiev ont l'air d'avoir des petits problèmes de mémoire, hein, parce que Yelena Shishkina a quand même rappelé ce qui est arrivé à leur armée en 2014 et en 2015, entre autres, hein, que les opérations militaires ukrainiennes dans le Donbass se sont finies en chaudron, en défaite cuisante, que ce soit à l'aéroport de Donetsk, à Debaltsevo, à Ilovaïsk, etc. Bon, son collègue Valérie Skorohodov a promis que la milice populaire donnerait une réponse appropriée à de telles tentatives, et qu'il a promis que ça se terminerait en retraite héroïque, digne des précédentes. Voilà, genre des balles, c'est beau. Bon, j'espère que le message sera quand même reçu 5 sur 5 par Kiev, parce que j'ai pas trop envie de revoir la tendance vers l'escalade entamée depuis plusieurs jours se poursuivre. Parce que faute de quoi, c'est les soldats ukrainiens qui vont être les premiers à découvrir avec malheur que les promesses électorales de Zelensky valaient pas un pet de lapin, et que tous ceux qui ont voté pour lui ont été assez stupides pour croire qu'il appliquerait ses promesses électorales. Donc ça c'est pas bon quand même. C'est pas bon du tout. Sur une note un peu plus positive, on va reparler de la situation économique en RPD, puisque les journalistes du site officiel de la RPD, DNR Online, ont noté et comparé les prix de plusieurs produits alimentaires de base, ainsi que de la retraite minimum et des frais de transport, en RPD et en Ukraine. Le résultat est assez impressionnant. Je vous donne déjà une synthèse et après je vais vous montrer une image qui résume en gros l'analyse qui a été faite. En tout cas, suite à l'augmentation des retraites le 1er janvier 2020, eh bien, la retraite minimum en RPD est désormais supérieure de 12% à la retraite minimum en Ukraine. Les légumes sont 30 à 40% moins chers en RPD en moyenne. Les autres produits alimentaires de base ont une différence allant de 10 à 30%. Et les transports en commun et les taxis sont moitié moins chers en RPD qu'en Ukraine, en gros. Donc là, je vais vous montrer le petit tableau qu'ils ont fait. Donc il faut le lire depuis en haut à gauche vers la droite et puis après en descendant. Je vais vous le traduire hein, parce que c'est en russe. Donc entre autres le pain, donc le bâton, donc ce qu'ils appellent le bâton, c'est une espèce de grosse baguette. Il y a 14 roubles en RPD, il est à 36,55 en Ukraine. Donc ils ont pris le prix en grivnia, ils ont appliqué le taux de conversion officiel entre la grivnia et le rouble pour faire les calculs. Si on regarde le lait, il est à 39 roubles en RPD, 55, un peu plus de 55 en Ukraine. 37 roubles pour le sarrasin, contre 71 en Ukraine. 47 roubles pour le riz, contre 67,84 en Ukraine. Les pâtes au kilo sont à 33 roubles en RPD, contre 71,68 en Ukraine. La farine est à 25 roubles en RPD, contre 43,52 en Ukraine. Le sucre est à 23,75 en RPD, contre 35,84 en Ukraine. L'huile de cuisson
est à 59 roubles en RPD contre 79,36 en Ukraine. La viande de poulet est à 125 roubles en RPD contre 161,28 en Ukraine. 249 roubles pour la viande de porc contre 307,20 en Ukraine. 140 roubles pour le foie de bœuf contre 163,84 en Ukraine. Les œufs, donc on passe à la deuxième ligne, les œufs sont à 65 roubles en RPD, 69 en Ukraine, donc pas une énorme différence. Pour les pommes de terre, par contre, la différence est importante, parce qu'on est à 18 ici en RPD, ils sont à 34,61 en Ukraine. 18 roubles le kilo aussi pour les choux en RPD, 25,60 en Ukraine. Les oignons, pareil. Les carottes, on est à 18 roubles le kilo en RPD, 38,40 en Ukraine. La betterave, on est à 20 roubles le kilo en RPD, 25,60 en Ukraine. Les mandarines sont à 60 roubles le kilo en RPD, 81,92 en Ukraine. Les oranges sont à 65 roubles ici, 76,80 en Ukraine. Les bananes sont à 90 roubles en RPD contre 110 en Ukraine. Les pommes sont à 55 roubles le kilo contre 64 en Ukraine. Et les gros cornichons sont à 130 roubles en RPD contre 204,80 en Ukraine. Comme je le disais, donc la retraite minimum en RPD étant désormais de 4800 roubles, on est repassé au-dessus de l'Ukraine, on était en dessous, puisqu'en Ukraine elle est de 4193 roubles en équivalence. Au niveau des transports en commun, les voyages en marche-route, donc c'est les minibus. Les marche-routes car, donc on est à 10 ou 11 roubles en RPD selon les zones, on est à 20,48 en Ukraine. Tout ce qui est trolleybus, tramway, etc., on est à 3 roubles en RPD. En Ukraine, ils sont à 17,92, quasiment 6 fois, c'est énorme. Et un voyage de taxi jusqu'à 5 km coûte 80 roubles en RPD contre 135,7 en Ukraine. Donc la différence, elle est quand même assez importante. Voilà. C'est quand même... On voit qu'il y a une amélioration chez nous et qu'en Ukraine, par contre, c'est vraiment pas terrible. Et en Ukraine, c'est surtout de moins en moins bon du point de vue de leur tentative de réécrire et de falsifier leur histoire. Parce qu'après que le trident ukrainien, donc, qui en fait à la base n'est pas un trident, hein, c'était une image héraldique d'oiseaux qui font vers sa proie. Et quand ils ont commencé à fonder le premier État ukrainien, ils ont simplifié le truc, ils en ont fait un trident. Mais à la base, effectivement, c'est pas un trident, mais maintenant c'est un trident. Voilà. Et là, il s'est retrouvé listé comme symbole d'extrême droite, petit mot très gentil pour dire néo-nazi, dans un document de la police britannique. Ça a fait un gros scandale, et ça n'a pas été le seul. Et résultat, là, l'histoire mythologique de l'Ukraine est en train de se faire rattraper par la réalité. Et donc là, il se retrouve en pleine dissonance cognitive. Le scandale a éclaté le week-end dernier, quand le journal Evropeiskaya Pravda a révélé que dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, la police antiterroriste britannique a envoyé un guide listant différents signes et symboles de groupes radicaux d'extrême droite, dans lequel le trident ukrainien s'est retrouvé listé, aux côtés de l'aigle nazi, de la svastika et autres charmants symboles affichés par des néo-nazis. Le trident n'est d'ailleurs pas le seul symbole ukrainien affiché dans cette liste, le blason du bataillon Azov y est aussi en bonne place, parmi les symboles de groupes suprémacistes blancs, ce que je trouve qui est très politiquement correct, parce que quand vous voyez qu'on retrouve dans la liste Right Wing Resistance, Combat 18 ou la Misanthropique Division, le vrai nom c'est groupe néo-nazi, c'est pas suprémaciste blanc, hein, voilà. Bon, bien entendu, l'ambassade ukrainienne au Royaume-Uni a fait un scandale sur Twitter en déclarant que placer le trident, qui est le symbole national constitutionnel, qui sont aussi les armoiries de l'Ukraine, dans le guide sur l'extrémisme produit par la police antiterroriste pour les enseignants et le personnel médical britannique était plus qu'inacceptable, qu'il fallait le retirer du guide et puis présenter des excuses. Bon, au début, l'Angleterre était pas très chaude, parce que ils ont quand même expliqué que ça avait été inclus à cause du fait que ce trident ukrainien est utilisé par des groupes qui sont liés à Action Nationale, un groupe néo-nazi qui est interdit par la loi anti-terrorisme britannique. Mais bon, finalement, je pense que les Ukrainiens ont dû aller hurler à Washington, et Washington a dit à Londres, bon écoute, enlève-le, parce que l'Angleterre a fini par plier à cet ordre, hein, donc c'est quand même
quand même pas très bon, quoi. Et puis surtout ce scandale a éclaté à peine quelques semaines après un autre, concernant cette fois les héros ukrainiens, puisque je rappelle donc le 1er janvier, en plus de fêter le Nouvel An, les Ukrainiens fêtent la date de naissance de Stepan Bandera, le collaborateur en chef des nazis. À chaque fois avec des défilés au flambeau dans la plus pure tradition néo-nazie. Forcément, ça a un petit peu fait tiquer la Pologne et Israël, qui, pour une fois, sont passés au-dessus de leurs différences de point de vue sur certains points de la Seconde Guerre mondiale, pour pondre un communiqué commun. Pour dire que, quand même, ils ont réussi à se mettre d'accord, quand même. C'est que, là, ils ont dit, non, la glorification de Bandera, de Melnik, qui est le chef d'une autre branche de l'OUN, et tous les autres qui ont activement promu le nettoyage ethnique des Juifs et des Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale, là, ça passait pas. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la réponse ukrainienne à ces critiques légitimes n'a fait qu'empirer la situation, puisque la secrétaire de presse du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Katerina Zelenko, n'a rien trouvé de mieux à dire pour justifier la glorification de collaborateurs de nazis, que de déclarer que chaque peuple et chaque pays détermine de manière indépendante et honore ses héros, avant d'ajouter que toutes les nations civilisées devraient partir du principe qu'il faut honorer tous les morts. Donc, les enfants, poussons le raisonnement jusqu'à l'absurde. Si Berlin décide de réhabiliter Hitler et de commémorer les dignitaires nazis et les SS, etc., personne ne devrait rien trouver à y redire sous prétexte que l'Allemagne a le droit de décider toute seule qui sont ses héros nationaux et qu'il faut honorer tous les morts. On est bien d'accord ? Vous vivez sur quelle planète, les enfants, là ? Non, mais là, faut arrêter la colle, là, quand même. Hein. Parce que moi, je me demande quand même ce que soit Madame Zelenko consomme des trucs pas très légaux, où elle picole dès le matin, soit elle n'a pas réfléchi plus de 2 secondes et demie avant de pondre cette déclaration débile. Il n'y a rien qui peut justifier d'ériger en héros nationaux des collaborateurs de nazis sous prétexte que chaque pays a le droit de choisir qui il veut pour héros. Là, faut arrêter, là. D'ailleurs, cette pseudo-justification est tellement foireuse que le ministère ukrainien des Affaires étrangères a même pas osé la publier officiellement sur son site. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que même sans être une réponse officielle, la réaction entre autres de la Pologne a été assez virulente. Donc s'ils avaient publié ça sur leur site et qu'ils avaient endossé cette connerie, je pense que là les relations entre Varsovie et Kiev se seraient violemment dégradées là quand même. Non, ça c'est pas une excuse, ça, faut arrêter les bêtises. C'est là que Zelensky est entré en scène dans une interview accordée au journal The Times of Israel. Interview qui ressemble plus à un panégyrique de Zelensky pour tenter de sauver la réputation de l'Ukraine qu'à une véritable interview. Parce que quand le journaliste David Horowitz écrit que Zelensky essaye de faire passer son pays de l'extrémisme et du cynisme à une plus grande harmonie interne, alors même que son gouvernement, je le rappelle, n'a pas annulé la loi instaurant l'ukrainien comme seule langue nationale, qu'il laisse les néo-nazis célébrer Bandera dans les rues le 1er janvier, qu'il veut faire adopter la loi sur la langue d'enseignement qui va clairement discriminer la langue russe, que son premier ministre s'affiche ouvertement avec les néo-nazis sur une scène de concert, que les bataillons néo-nazis sont sous le commandement du ministre de l'Intérieur. Soit le journaliste n'a pas suivi l'actualité dans le pays, soit on est en pleine opération, il faut blanchir le soldat Ukraine. D'ailleurs, la suite de l'interview montre clairement qu'on est dans le domaine de l'enfumage, la bonne vieille technique de Zelensky l'illusionniste, parce que, bien entendu, il interroge Zelensky sur la question épineuse de la glorification des collaborateurs de nazis, et là, Zelensky nous a fait une pirouette en mode numéro d'équilibriste ou grand écart à la Jean-Claude Van Damme. Mais c'est pas une proposition sérieuse. Enfin, je veux dire, il te dit en gros qu'il y a des héros qui sont honorés à l'ouest et au centre de l'Ukraine, et que dans d'autres zones de l'Ukraine, il y a d'autres héros, qu'il comprend le fait que les uns préfèrent les uns et les autres préfèrent les autres, mais qui dit que vu qu'on a une histoire compliquée, faut construire une histoire commune. Oui, d'accord. Et qui dit, faut trouver des personnes dont le nom ne suscite pas de controverse dans notre présent et dans notre avenir, et qu'il faut donner les noms de ces gens-là aux monuments et aux rues pour pas provoquer de conflits. Et il te parle des héros modernes de l'Ukraine, des gens qui ont fait l'histoire, des scientifiques, des gens de l'exploration spatiale, des grands sportifs, de nombreux écrivains. Voilà. Il dit des gens qui sont largement respectés dans toutes les régions de l'Ukraine. Laissons la politique en dehors de cette question. En gros, arrêtez de faire un scandale avec ça et arrêtez de me faire chier avec, surtout.
c'est que cette réponse, qui ressemble quand même un peu à la déclaration délirante qu'il avait fait lors de ses vœux du Nouvel An, où il avait essayé d'évacuer le problème en déclarant qu'il voulait que l'Ukraine soit un pays où le nom de la rue n'a pas d'importance car elle est éclairée et pavée. Non, que la rue soit éclairée et pavée ou pas, si elle s'appelle l'avenue Stepan Bandera, ce qui est le cas à Kiev, c'est ça qui est important, pas le fait qu'elle soit éclairée et pavée, tu vois. Je veux dire, voilà. C'est comme la justification bidon de la Zelenko pour le choix des héros nationaux, c'est pas accessoire de savoir quels héros sont honorés dans le pays et quel nom on fout sur une rue. Si Berlin nommait une avenue en l'honneur d'Adolf Hitler, je pense qu'il y a un paquet de pays qui, à juste titre, pousseraient une gueulante, et ils seraient légitimes à le faire, franchement. Et ils s'en foutraient de savoir si la rue elle est éclairée et pavée ou pas. Tu vois, je veux dire... c'est ça qui sera accessoire, tu vois, je veux dire. Les choix de chaque pays en matière de héros nationaux et de noms de rues sont importants, parce qu'ils montrent sur quelle idéologie, sur quelle base historique tu construis ton pays. Si tu choisis tes héros parmi des collaborateurs de nazis, des apôtres de l'épuration ethnique, des gens qui ont massacré des juifs et des polonais, ça veut dire que tu endosses cette idéologie, que tu la soutiens. Tu vois, je veux dire, ça c'est pas très bon quand même, surtout quand tu te prétends être un pays civilisé européen. Voilà, donc ça veut dire que tu soutiens cette idéologie absolument gerbante. Donc là, Zelensky essaie de jouer les pseudo-conciliateurs en prenant une voie du milieu qui est inexistante. Et elle est inexistante parce que les choix idéologiques qui ont été faits par l'Ukraine post-URSS font qu'elle s'est enfermée dans un paradigme dont elle ne peut plus sortir. Parce que quand Zelensky parle de l'Ukraine avec ses héros modernes, je rappellerai un des pendant ce temps-là à Kiev que j'avais fait il y a quelques mois en arrière, où j'ai démontré qu'une bonne partie des gens qui étaient cités comme étant des grands scientifiques ukrainiens, etc., étaient en réalité soit polonais, parce qu'à l'époque la zone où ils sont nés était en Pologne, soit russes, soit soviétiques. Donc ils n'ont rien à voir avec l'Ukraine. Je veux dire, faut arrêter. En plus, avec la loi sur la décommunisation et la future loi sur les médias, là, qui interdira de parler positivement des officiels soviétiques, je vois pas comment vous allez glorifier des héros ukrainiens de l'époque soviétique. Comment vous allez mettre à l'honneur les scientifiques, entre autres du programme spatial soviétique, effectivement il y avait des scientifiques ukrainiens, comment vous allez faire pour les mettre à l'honneur sans parler positivement de l'URSS, qui est quand même à l'origine de ces programmes spatiaux? Ou même sans parler du tout de l'URSS, parce que Zelensky, dans l'interview, il arrive à chanter le truc, hop, et hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, j'ai pas mentionné une seule fois l'URSS. Ouais, mais quand tu vas devoir glorifier les mecs, tu vas pas pouvoir dire, oui, ils ont participé à des programmes spatiaux, mais de qui? Il n'y a pas de programme spatial ukrainien, ou alors vous allez devoir en inventer un, vous allez réécrire l'histoire aussi, de ce point de vue-là. Enfin, je veux dire, ça va devenir délirant. Comment vous allez mettre à l'honneur Antonov et ses ingénieurs qui ont quand même construit à l'époque soviétique le plus grand avion au monde, sans parler positivement de l'URSS, en sachant que depuis l'indépendance, vous avez laissé l'entreprise péricliter jusqu'à la liquidation et qu'ils ont dû intégrer ce qui restait à Ukroboronprom, le complexe militaro-industriel ukrainien, pour sauver ce qui pouvait l'être. Vous avez laissé cette entreprise faire faillite, d'accord? Donc, je sais bien qu'en Ukraine, la réécriture de l'histoire, c'est un sport national, mais il y a quand même un moment où on arrive aux limites de l'absurde, là, ça devient au-delà du réel. Là, votre histoire mythologique, fabriquée toute pièce, est en train de se fracasser sur la réalité historique. J'encourage nos auditeurs à retourner voir l'article que j'avais fait sur l'histoire de l'Ukraine, comme explicatif des origines du conflit actuel dans le Donbass, que j'avais fait il y a quelques années en arrière, il y a 3 ans, je crois. Voilà, allez le relire pour bien vous refixer quelle est l'histoire réelle de l'Ukraine. Voilà, c'est l'histoire mythologique qui sont construites, ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est pareil pour l'histoire du trident, qui sert d'armoirie à l'Ukraine. Les défenseurs de ce symbole te justifient son utilisation par le fait qu'il faisait partie des armoiries des Ryurikides, donc c'est ceux qui ont régné sur la Rousse de Kiev. Plus précisément, donc ça vient d'un symbole qui a été utilisé par Vladimir le Grand. Bon, petit problème, c'est qu'entre le règne de Vladimir le Grand à la charnière des 10e et 11e siècles et l'Ukraine post-effondrement de l'URSS, ce symbole a été utilisé par bon nombre d'organisations et d'États, dont l'idéologie est quand même à gerber. Voilà. Je rappelle que le trident était sur les armoiries du gouvernement ukrainien national fondé par les collaborateurs des nazis, l'OUN, en 1941, qu'il était aussi l'emblème de l'OUN elle-même, qui en plus d'avoir été une organisation antisémite, qui a collaboré avec les nazis, avait quand même édicté dans ses 10 commandements, aspiré à accroître la force, la richesse et la taille de l'État ukrainien.
expansionniste en plus, quitte à réduire les étrangers en esclavage. Comme quoi en 2014, quand des soldats ukrainiens qui avaient été capturés par les milices populaires avaient déclaré que on les avait motivés à aller dans la guerre dans le Donbass parce que une fois que l'Ukraine aurait gagné, ces gars-là auraient des terres et des esclaves. Vous voyez, ça remonte pas à hier, hein. Vous voyez, ça remonte à loin, hein. Ça remonte à la fondation de l'OUN, hein, ce genre de délire. Voilà, l'UPA, qui est la branche armée de l'OUN, qui a massacré, je rappelle, des Polonais et participé à l'Holocauste, portait aussi le trident sur ses uniformes en chevron à partir du grade de commandant. Que le trident était aussi sur les armoiries de l'éphémère République populaire ukrainienne dont l'armée a mené une bonne partie des pogroms contre les juifs en Ukraine pendant la guerre civile russe, provoquant la mort de dizaines de milliers d'entre eux, et que si on regarde l'histoire la plus moderne, le trident orne le drapeau de secteur droit et du bataillon Azov, tous les deux organisations et bataillons néo-nazis, qui d'ailleurs, Azov, je rappelle, hein, qui est sur le guide britannique, hein, donc... et sans parler du fait que le trident orne le drapeau ukrainien et se trouve aussi en chevron sur les uniformes de l'armée ukrainienne qui, avec les bataillons néo-nazis suspensionnés qui eux aussi portent le trident, est responsable quand même de la mort de milliers de civils, y compris des enfants dans le Donbass, depuis le déclenchement de la guerre civile en 2014, sans parler des blessés, des destructions, de la torture, des viols, etc., etc. Bon, vous avez beau arguer de l'antériorité du symbole en le faisant remonter jusqu'à Vladimir, je rappelle que pour faire une analogie, la svastika est encore plus ancienne. Ça n'empêche pas que depuis que les nazis l'ont utilisé sur leur drapeau, c'est interdit d'arborer ce symbole en Europe pour des raisons quand même assez évidentes. Voilà, je vais dire, ça aurait dû être la même pour le trident ukrainien. Voilà. Le problème, il est là, c'est que vous avez adopté l'idéologie de ces gens-là, c'est pour ça que vous les avez érigés comme héros, et que résultat, vous vous êtes enfermés dans une histoire mythologique dont l'Ukraine ne peut plus sortir. Et c'est pour ça que Zelensky n'a pas d'alternative, pas de voie du milieu sérieuse, parce que si on remonte l'histoire de ce qu'est aujourd'hui l'Ukraine, les périodes de son histoire où elle peut piocher des héros nationaux, il n'y en a pas des tonnes. Soit elle remonte jusqu'à la Rousse de Kiev. Petit problème, la Rousse couvrait une partie des actuelles Ukraine, Biélorussie et Russie. Donc remonter jusque-là obligerait l'Ukraine à devoir admettre que ce que dit Vladimir Poutine sur le fait que ces peuples-là, c'est en fait un seul peuple qui a été séparé par les aléas de l'histoire, que c'est vrai. Et là, je pense que ça la fout très 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 mal. Vu le contexte de russophobie galopante et de réécriture de l'histoire, voulant que Russes et Ukrainiens soient des peuples ennemis, je pense pas que le consensus va être facile à atteindre. Sauf à falsifier un peu plus l'histoire, comme avec Anne de Kiev en racontant que Vladimir était un prince ukrainien, ce qui serait une absurdité totale. L'Ukraine n'existait pas à l'époque, faut arrêter. Les Cosaques. Bon, problème, Bogdan Khmelnytsky, qui était le chef des Cosaques au début du XVIIe siècle, est celui qui a provoqué la réunification d'une bonne partie du territoire de ce qui est actuellement l'Ukraine avec la Russie, avec le traité de Péréaslav de 1654, ce que certains néo-nazis ukrainiens considèrent comme étant une trahison de l'Ukraine, hein, même si elle n'existait pas à l'époque, je le rappelle toujours, et que par la suite, les chefs cosaques ont changé d'allégeance comme de chemise, ce qui a mené à la scission de l'Hetmana cosaque, puis à la trahison de la Russie par Ivan Mazepa, hein, Hetman cosaque qui avait reçu des titres et la confiance de Pierre le Grand et qui l'a trahi, et qui lui a valu la première médaille de la honte dont on s'est inspiré pour faire celle pour Poroshenko l'année dernière. Bon, moi je vous dis, un traître comme héros national, c'est quand même pas top prestige. Après vous faites comme vous voulez, mais bon... Entre ça et les collaborateurs de nazis, ça va faire génial quand même. Bon, autre période, forcément la République populaire ukrainienne et puis les collaborateurs des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux-là j'ai pas besoin de détailler quel problème ils posent, parce que c'est ceux qu'ils ont choisis comme héros actuellement, et qu'on en voit les conséquences. Donc il reste quoi ? Les grands personnages de l'Ukraine soviétique. Problème, comme je l'ai dit, avec la loi sur la décommunisation, l'antisoviétisme qui règne en Ukraine, et puis la fameuse loi sur les médias, ça va se transformer en numéro d'équilibriste tout à fait hasardeux, parce que je vois pas comment vous allez pouvoir promouvoir de tels héros en oblitérant toute référence positive ou toute référence tout court à l'URSS, sauf à faire croire que les exploits de ces nouveaux héros nationaux ukrainiens se sont produits dans une faille spatio-temporelle hors de l'URSS. Remarquez, ça pourrait donner de nouveaux records de conneries qui pourraient alimenter le pendant ce temps-là à Kiev. Parce que là, je pense qu'on va atteindre des niveaux de réécriture de l'histoire, ça va être stratosphérique quand même. Hein.
Bon, puis il reste l'Ukraine post-URSS. Le petit problème, c'est qu'à part glorifier ceux qui ont commis des massacres de civils dans le Donbass et des crimes de guerre, depuis bientôt 6 ans, je vois pas quel héros vous allez pouvoir trouver dans ce vivier-là. Et je pense pas qu'ils vont faire l'unanimité partout. Et c'est là qu'on voit le problème, lorsqu'un pays fraîchement créé cherche à s'inventer une histoire mythologique qui a rien à voir avec la réalité historique. Il y a un moment où l'édifice commence à se casser la gueule. Ouais. Le problème, c'est que l'Ukraine est un État jeune, qui a été créé artificiellement par l'URSS avec des morceaux de plusieurs pays, la Russie, la Pologne, la Hongrie, et qu'il faudrait qu'elle le reconnaisse sans ambiguïté et sans honte pour pouvoir avancer. C'est un État récent, l'Ukraine. Son nom, même désignant un pays, ou le concept d'un pays, ça date pas d'avant la fin du XVIIIe siècle. D'accord. En Ukraine, ils ont beau essayer de réécrire l'histoire en mode mais si, la première référence, c'est au XIIe siècle, où on parle, regardez, de Ukraine, d'une zone, en fait, qui était périphérique au royaume de Pologne. Mais le problème, c'est qu'au XIIe siècle, ça ne désigne pas un pays. Ça veut dire zone périphérique. Et ça désignait plusieurs zones de plusieurs pays différents, dont la Pologne et la Russie. Donc ça peut pas être le concept d'un pays ou d'un peuple. C'est n'importe quoi. Non, ce concept-là d'Ukraine et des Ukrainiens apparaît au XVIIIe siècle. Fin du XVIIIe siècle, pas avant. Donc arrêtez avec ça. Arrêtez, ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Si pour me faire comprendre, je vais utiliser une métaphore, si l'Ukraine était une maison, l'Ukraine moderne, les fondations et les territoires ont été coulés par l'URSS. Voilà. En utilisant l'histoire commune de la Russie et de l'Ukraine via la Rousse de Kiev puis l'Empire russe, puisque je rappelle qu'une bonne partie du territoire ukrainien actuel a fait partie de l'Empire russe jusqu'à la révolution bolchevique. Voilà, ils ont utilisé ça comme ciment via la mythologie des peuples frères. Le but, c'était de dire, oui, effectivement, un peuple ukrainien est un peuple différent pour justifier de créer un pays bidon, mais bon, faut pas qu'on en fasse des ennemis, donc on va dire c'est deux peuples, mais c'est deux peuples frères. Voilà. Ça, c'était la mythologie soviétique, qui était une connerie monumentale. C'est ce qui a donné maintenant le terreau pour la transformation c'est pas deux peuples frères, c'est deux peuples ennemis. Voilà. Mais tout le reste de la maison Ukraine a été construit là-dessus. Le problème, c'est qu'en reniant la vérité historique et en adhérant au récit mythologique des peuples ennemis construits dans l'ouest du pays, Kiev est en train d'attaquer ses fondations au marteau-piqueur, en gros. Se plaint ensuite que la maison est en train de se fissurer, blâme les fondations. Voilà, donc l'URSS, puis maintenant la Russie, intensifie la démolition, se plaint que des morceaux tombent carrément de la baraque, donc là c'est la Crimée et le Donbass qui se sont sauvés, avant d'attaquer les fondations avec encore plus de vigueur, sans comprendre que la maison va s'effondrer totalement, à ce rythme-là. Si Kiev admettait la réalité historique, il lui faudrait accepter que l'Ukraine actuelle, c'est une construction artificielle qui est de facto multi-ethnique, avec une forte majorité de Russes, parce que c'est pas parce que les Soviétiques ont imposé Ukrainiens sur les passeports quand ils ont créé le pays que ça change la réalité. Si je prends tous les Français, que je leur mets des nouveaux passeports et que je marque que ce sont des Martiens, ça changera rien au fait qu'ethniquement, c'est des Français. Ça sera pas des Martiens pour autant. Ben voilà, c'est le même niveau de débilité. Bref. En plus des Russes, il y a des Tatars, des Hongrois, des Bulgares, des Polonais, etc. Donc clairement, il faudrait que l'Ukraine accepte de bâtir un roman national qui inclurait toutes les ethnies du pays, au lieu d'exclure celles qui collent pas avec la mythologie délirante de la minorité venue de l'ouest du pays qui se voit en ennemi de la Russie, ce qui est logique. C'était une zone polonaise jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les Polonais sont les ennemis des Russes depuis des siècles, c'est de là que ça vient. Donc, vous voyez comment une toute petite partie d'un pays peut imposer son roman national délirant à tout le reste du pays. Ça devient n'importe quoi. Faudrait déboulonner les statues et les plaques de rue en l'honneur des collaborateurs des nazis, antisémites, ceux qui ont massacré des Polonais, etc. Réhabiliter plusieurs personnages soviétiques, ainsi que l'URSS, sans occulter ses crimes, faut rester quand même équilibré, qui ont fait l'Ukraine ce qu'elle est aujourd'hui. Faudrait mettre fin à l'ukrainisation forcée du pays. Et il faudrait que l'Ukraine admette que la Russie n'a jamais été son ennemi, que c'est le même peuple qui vit des deux côtés de la frontière, je veux dire, à part la partie la plus à l'ouest du pays, qui effectivement est plus polonaise ou hongroise, roumaine, etc., pour la Transcarpathie ou la Bessarabie. Mais le gros de l'Ukraine, ethniquement, ce sont des Russes. Voilà, ils se sont retrouvés des deux côtés d'une frontière à cause des aléas de l'histoire, mais pas à cause d'une réelle différence entre les deux ethnies ou entre les deux peuples. C'est n'importe quoi, il n'y a pas de différence ethnique entre quelqu'un de Donetsk et quelqu'un de Rostov. C'est les mêmes. Voilà,
Mais c'est la seule voie que Zelensky pourrait suivre pour réconcilier le pays et mettre fin à la guerre dans le Donbass. Mais pour ça, il faut qu'il sorte du récit mythologique et des mensonges qui se sont accumulés depuis les premiers nationalistes ukrainiens, et encore plus depuis le Maïdan. Et pour l'instant, je vois rien de tel de la part de Zelensky. Il fait des jolis discours, du oui, je suis un conciliateur, machin, nanana. Mais c'est comme ses promesses électorales de mettre fin à la guerre dans le Donbass. C'est du blabla, c'est du bullshit, voilà. Et puis, pendant ce temps-là, Kiev, c'est suite au je vais reparler du discours du Nouvel An de Zelensky, puisque j'en ai parlé précédemment. Donc ça date un petit peu, mais je trouvais ça assez drôle. Donc c'est sa fameuse déclaration sur le fait que il veut une Ukraine dans laquelle, peu importe quel nom porte une rue, du moment qu'elle est éclairée et pavée. Ça a inspiré quelques commentateurs sur les réseaux sociaux russes qui en ont fait un mème, je vais vous le montrer, donc il est en russe, je vais vous le traduire. Il a dit donc peu importe qui dort avec ta femme du moment qu'elle est heureuse. D'accord. Peu importe qui vit dans ton appartement s'il y fait chaud et qu'il y a de l'électricité. Et peu importe de qui sont réellement tes enfants s'ils t'appellent papa. Bon, clairement, là, il parle pas d'enfants adoptifs, hein, il parle clairement dans l'idée de... en lien avec la première, hein, de peu importe qui dort avec ta femme, voilà, si elle fait des enfants d'un autre, voilà, tu t'en fous du moment qu'il t'appelle papa. Bon, ça montre bien quand même le niveau de débilité de telle déclaration quand même, hein. C'est du niveau connerie stratosphérique. Donc voilà la situation. Donc hier j'étais aux funérailles de Nikita Fokin, ce jeune caporal de 20 ans qui a été tué le 22 par un sniper ukrainien. Il y avait énormément de monde, la procession s'est étalée sur des centaines de mètres, c'était hyper impressionnant, beaucoup de gens de Gorlovka, même qui ne connaissaient pas Nikita, sont venus, ont tenu à venir pour montrer leur soutien à la famille, entre autres. Ça montre bien que les histoires d'occupants russes dans le Donbass, c'est de la merde. C'est de la merde, voilà. Nikita Fokin était de Gorlovka, il a été à l'école à Gorlovka, et Gorlovka est venu lui rendre un dernier hommage pour ses funérailles. Voilà, c'est pas le genre de truc que tu vois dans le cas d'un occupant. Non. Si c'était une armée d'occupation, tu verrais pas des scènes comme ça. Clairement, ce que je crains, c'est une tendance à l'escalade qui risque de se poursuivre. Ma crainte, c'est qu'on revive un remake de ce qui s'est passé il y a 3 ans, où on a eu une escalade des tensions extrêmement importante avec des victimes et des destructions d'habitations civiles extrêmement importants, hein, fin janvier, début février. Donc ça, c'est un peu ma crainte. Donc j'espère que ça va pas aller jusque là et qu'on va trouver un moyen de mener une désescalade, parce que sinon c'est quand même très très mauvais si on continue sur la tendance actuelle. Donc voilà la situation. Donc j'espère publier la vidéo des funérailles de Nikita soit aujourd'hui soit demain. Je suis désolée, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y avait plus de 2 heures de matériel, donc le temps de faire le tri, puis ensuite de faire la traduction, puis là je dois faire encore les sous-titres. Ça va prendre pas mal de temps, donc j'espère, si pas aujourd'hui, demain. Je m'en excuse pour le temps que ça prend, mais le site rep lui-même, j'ai dû le tourner une 2e fois parce que j'ai eu un problème de son la première. Donc voilà, donc tout ça, ça prend du temps, j'en suis désolée, mais voilà, quand la technique s'y met, il met de sa mauvaise volonté, forcément tout prend beaucoup plus de temps, et en termes de vidéo ça prend très vite beaucoup plus de temps. Voilà, donc je vous dis en attendant à la semaine prochaine et je vous souhaite un bon week-end.